qui va détenir, je prends certains exemples qu'on voit nous à l'heure actuelle, des succursales. À côté, on va avoir une société qui va gérer la franchise et puis une autre qui va gérer tout ce qui est la problématique d'approvisionnement et de logistique. Donc, ça va répondre à des besoins différents, à des problématiques juridiques différentes. C'est-à-dire que dans l'exemple que je viens de vous donner, on ne mélange pas une activité à risque comme celle de la franchise avec du succursalisme. On n'a pas les mêmes risques. Et un élément vraiment important, moi, beaucoup de mes clients me disent, Maître, c'est très bien ce que vous me dites parce que je ne connaissais pas la fiscalité, mais surtout, moi, je vois un avantage. C'est que j'ai une société toujours la même depuis 5, 10, 15 ans, 20 ans. Et comme vous pouvez le voir, j'ai 1 million, 2 millions, 3 millions de trésorerie. Et vous êtes en train de m'expliquer comment mettre à l'abri cette trésorerie qui n'est plus nécessaire à mon activité, mais qui se trouve dans la même société. Alors, c'est vrai qu'en période Covid, on a vu certaines sociétés venir nous voir et la trésorerie qu'ils avaient a fondu. Certains m'ont dit peut-être que je n'aurais pas géré du tout de la même manière si la trésorerie avait été au-dessus. J'ai X années de travail et de trésorerie qui sont partis en fumée. Donc, vraiment, c'est une question de politique et de stratégie commune au groupe, mais aussi de voir quel est l'intérêt. Il y a un moment où on peut détacher une filiale, un moment où on va créer une filiale. On va pouvoir centraliser des services. Alors, on parle souvent des services administratifs, comptables, qui vont être mutualisés parce que le directeur administratif et financier, le directeur financier, le contrôle de gestion, les RH, on va les mettre dans la holding et les autres sociétés seront vraiment des sociétés opérationnelles différentes. On va sécuriser le patrimoine, c'est ce que je viens de vous expliquer au regard des liquidités et sans frottement fiscal grâce au régime Murphy. Et puis un autre avantage de la holding qu'on suit beaucoup, nous au cabinet, c'est le pacte du trade. La holding va permettre la transmission de sociétés commerciales familiales, souvent, et passer d'une génération à une autre par l'intermédiaire du pacte du trade. Le pacte du trade, on y reviendra tout à l'heure sur les aspects fiscaux, c'est quand même un abattement, une réduction des droits de donation ou de succession de près de 75%. C'est pas neutre. Plus la société a une valeur importante, plus derrière, on a une vraie problématique de transmission. On est quand même recordman du monde en France sur les droits de succession. Donc, si on n'organise pas avant, ça peut très mal se passer. Or, le propre du pacte du trade, qui n'a pas été modifié depuis sa création, aussi bien par les gouvernements de gauche ou de droite, parce que on sait que transmettre une entreprise, si la transmission ne se fait pas bien, c'est la mort de l'entreprise potentiellement et surtout du chômage. Donc, la philosophie du pacte du trade, c'est de dire on va réduire les droits, vous allez vous engager à conserver les titres, donc à continuer l'activité au sein du groupe familial qui décidera de l'engagement de conservation. Et à ce moment-là, vous aurez une réduction drastique des droits. Si vous n'êtes pas dans le cadre d'un pacte du trade, qu'est-ce qui va se passer? Avec 45% de droits, vous allez faire quoi? Prendre l'argent sur la trésorerie de la société? Alors, si la société a de la trésorerie, c'est bien, mais si elle n'en a pas, ça veut dire que vous allez diminuer vos investissements, peut-être ne pas acheter une ou plusieurs machines, et donc vous allez prendre du retard et perdre en compétitivité. Donc, le pacte du trade est vraiment quelque chose de très important. Donc, on voit que la création de la holding et l'organisation d'un groupe autour de la holding, et quand on parle de groupe, il suffit d'une holding et d'une société fille, mais aussi derrière, on peut avoir des cas où on a 15, 20 filiales dans le monde entier. C'est vraiment un élément important de structuration. Là, on était sur l'aspect organisationnel, juridique. On va passer sur l'aspect financier. Alors, effectivement, il est plus facile de se faire financer lorsqu'on a un groupe de sociétés. Parce que qui dit groupe de sociétés derrière, on va vraisemblablement très vite arriver à une consolidation financière qui va donner une véritable image de votre société. Quand vous avez 3 sociétés qui sont indépendantes ou en étant entremêlées sans vraiment être entremêlées à 100%, vous aurez toujours une difficulté. Votre banquier vous dira, mais
c'est quoi la vraie richesse de votre groupe. Le fait de structurer avec une holding au-dessus, ça permet d'avoir une consolidation, d'avoir une vraie vision financière et donc, derrière, d'aller chercher du crédit. Autre élément important, et c'est souvent aussi la raison de la création d'une holding, c'est qu'on se dit, tiens, j'ai une société A qui se porte super bien, une société B que j'ai créée après qui a besoin de cash, et comment je fais entre les deux? Lorsqu'on a une holding, on va utiliser une convention de trésorerie, une convention de cash pooling. Alors après, c'est-à-dire qu'on va utiliser la trésorerie disponible dans une société pour faire profiter la sœur de cette trésorerie. Alors, c'est tout à fait légal. C'est d'ailleurs la seule exception à la loi bancaire. La loi bancaire dit, lorsqu'on a besoin de prêts, on doit obligatoirement passer par un établissement financier, sauf au sein de groupes de sociétés où on détient soit la majorité du capital, soit le pouvoir de décision. Donc, et au niveau fiscal, la contrepartie, c'est juste de prévoir un taux d'intérêt. Donc, selon les groupes pour lesquels on travaille, soit on va sur l'intérêt au taux légal, soit lorsqu'ils ne veulent pas trop faire varier, parce que ça joue par trimestre. Je sais que sur 2021, nous, on a préconisé l'application d'un taux de 0,8%. Donc, c'est très important, ça va pouvoir permettre de céder entre sociétés du groupe, et c'est là où on a effectivement tout l'intérêt du fonctionnement de la holding. Autre élément, ça va être de créer un effet de levier financier, notamment dans le cadre des LBO, mais pas uniquement. Hein. On va avoir une société qui va s'endetter pour acheter une autre société et par la création du groupe et notamment par un mécanisme fiscal, celui de l'intégration fiscale, on va avoir une sorte de bulle fiscale qui va nous permettre d'optimiser le coût d'acquisition. Et le LBO va nous permettre, par un emprunt bancaire au niveau de la holding, de rembourser par des remontées de dividendes l'utilisation à un moment ou un autre du cash pooling ou de la trésorerie qui se trouve en bas. Personne aujourd'hui n'aurait l'idée de racheter une société à titre personnel. Donc, lorsqu'on rachète une société par l'intermédiaire d'une autre société, c'est qu'on va se trouver, même si on ne le dit pas obligatoirement, dans le cadre des holdings. Donc, il y a des avantages financiers notables et qui sont souvent à l'origine de la création et de la constitution des groupes avec une holding en tête. Les avantages fiscaux. Alors, les avantages fiscaux, on a un avantage fiscal qui est primordial, c'est le régime Murphy. Le régime Murphy est un régime européen, alors après avec des adaptations et des taux propres à chaque pays. Par exemple, nous, on a une variation, on avait un régime très favorable sous Sarkozy qui est devenu un tout petit peu moins favorable sous Hollande et Macron n'a pas revu le mécanisme. C'est quoi le principe du régime Murphy? Le principe du régime Murphy, c'est si de l'impôt a été payé par définition au niveau de la fille, on ne va pas refaire payer de l'impôt au niveau de la mère. Donc, on va voir la première application au niveau des dividendes. Mais pour bénéficier du régime Murphy, on a deux conditions. On doit détenir les titres de la société depuis plus de 2 ans ou s'engager à les détenir. Par exemple, on crée une holding au 1er mars 2021. On peut remonter du dividende sous les régimes de Murphy, même si on ne détient pas les titres depuis 2 ans, mais on va s'engager à les détenir plus de 2 ans. Et on doit toujours détenir au moins 5% du capital. Alors, c'est extrêmement important. Hein, le 5%, c'est même le nerf de la guerre. Alors, quel est l'avantage au niveau des dividendes? Lorsque vous allez distribuer les dividendes de la FI à la société mère, vous allez être imposé selon un mécanisme, celui de la quote-part des frais et charges, qui s'analyse. On va payer un impôt égal à 5% du taux de l'IS qui vous est appliqué. Alors là, on a pris le taux actuel, mais il est en train de baisser puisqu'on va passer à 25%. Donc, les dividendes seront taxés chez la mère, dans la holding, à un taux de 1,4%.
Et c'est là où je rejoins tout à l'heure les remarques de certains clients qui me disent, mais mes liquidités qui sont en dessous, si pour les remonter et les mettre à l'abri, ça me coûte 1,4%, ce n'est pas un sujet. Donc, je veux pouvoir utiliser ces sommes-là. Et souvent, je leur dis, mais en plus de surcroît, ça ne nécessite pas des flux bancaires parce que comptablement, l'argent qui appartenait à la FI, sans la bouger de banque, va appartenir à la mère par le biais d'une distribution de dividendes et ce sera du compte courant. Et au fur et à mesure, vous pourrez remonter ce compte courant et le laisser en cash, en placement dans la société mère ou investir dans d'autres activités. Donc ça, c'est le premier aspect du régime mère-fille. Le deuxième aspect concerne les cessions de titres. Alors, c'est sûrement l'élément le plus important. Alors, attention, en matière de cession de titres, faut véritablement avoir au moins et posséder les titres depuis au moins 2 ans. Donc, si vous ne détenez pas les titres depuis au moins 2 ans, et ce sera même le cas au niveau des dividendes, si vous détenez moins de 5%, vous serez taxé au taux d'IS, au taux normal, qui est pour les exercices ouverts au 1er mars 2021 de 26,5%. Donc, vous voyez, on a un écart pour les dividendes entre 26,5 et 1,4. Et au niveau des plus-values, on se situe aujourd'hui, quote-part de frais et charges de 12% à 3,36%. C'est vraiment l'outil indispensable. Quand on passe en holding, on va pouvoir arbitrer sur des participations ou sur la participation principale en se disant, ben tiens, 3,36% quand même, ça va me permettre de garder l'argent. Alors, on garde l'argent dans une cloche impôt sur les sociétés et après, on peut la sortir à des fins personnelles. Mais vous évitez, même à une flat tax à 30%, près de 27% d'impôt. Le régime de l'intégration fiscale, alors on va passer vite parce que c'est sûrement l'élément qui nécessiterait un webinaire et je pense qu'on en fera un avant l'été sur l'intégration fiscale parce qu'il y a beaucoup d'avantages. Alors ça peut être un mécanisme un peu lourd. L'intégration fiscale va permettre d'agréger tous les bilans sociaux de la mère et des différentes filles au sein d'une même structure. Et donc de payer qu'une seule fois l'impôt et surtout de compenser les gains et les pertes qui pourraient exister entre différentes sociétés. Alors, il y a 2 avantages. C'est effectivement compenser des gains et des pertes. Alors, il se trouve que j'ai principalement des clients qui n'ont que des gains sur leur filiale, mais l'intérêt de l'intégration, c'est aussi de sécuriser ce qu'on va créer entre des flux intragroupes. La facturation, puisque on crée une même entité. Donc, l'intégration, c'est pas uniquement basiquement compenser des plus et des moins. L'avantage, c'est qu'au niveau des distributions de dividendes intragroupe, alors on a vu tout à l'heure, on était à 1,40. Là, on passe à 0,28%. Alors là, pour le coup, c'est même plus de l'impôt, hein, 0,28. Surtout quand on connaît la pression fiscale qu'on a en France. Et on n'a qu'un seul redevable. Alors, ne pensez pas que l'intégration fiscale, ce soit quelque chose de facile. Il y a des conventions d'intégration fiscale. Nous, on utilise 4 types de conventions d'intégration fiscale différentes. Et selon les structures, selon l'organisation, selon le métier de nos clients, on leur explique, voilà, tel type va être plutôt adapté. Donc, il ne suffit pas de se dire, tiens, super, je compense, j'ai un taux de dividende intéressant. On a des choix et des options à faire. C'est un peu plus compliqué que ce qu'on pourrait penser basiquement. Et nous, on a souvent des experts comptables, notamment, qui viennent vers nous pour nous dire, voilà, je maîtrise totalement l'intégration fiscale, mais aidez-nous sur la convention parce que je vois qu'il existe plusieurs types et je n'arrive pas à ressentir l'intérêt du choix de l'une ou de l'autre des conventions pour le cas de mes clients. Alors, élément important, quand on a une holding, c'est-à-dire comment on crée une holding. Souvent, on va créer une holding par un apport de titres. L'apport de titres, en France, est considéré comme une opération intercalaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous n'allez pas être taxé sur la plus-value. Pour une raison toute simple,
c'est que vous avez des titres d'une société A, d'une société B, d'une société C, alors des fois uniquement une société A, et vous allez apporter ça à une société E, dont vous aurez tout simplement un échange de titres. Donc, il n'y a pas d'enrichissement. Et à partir de là, vous allez pouvoir bénéficier d'un régime de report d'imposition. Alors, il faudra déclarer aux impôts. Il y a un certain nombre d'engagements à prendre dans les traités d'apport. Et je récupère malheureusement un peu trop de dossiers qui sont faits à la va-vite. Alors, par exemple, moi, j'ai un rendez-vous à 10 heures où je récupère un dossier où mes clients, alors je ne sais pas comment ils ont réussi à le faire, ils ont créé une holding, mais je n'ai pas de traité d'apport. Donc, basiquement, ils me disent, Maître Benayoun, c'est pas grave, j'ai ma holding. Je leur dis, ben, si, c'est un peu gênant. Parce que le traité d'apport, c'est ce qui vous permet de bénéficier du report d'imposition. Donc, si l'administration fiscale s'en rend compte, alors dans leur cas, ils ont une structure, une holding qui a un capital de 2 millions d'euros. Je lui dis, ben, basiquement, si on considère que vous avez créé votre structure avec un tout petit capital au départ, 30% de 2 millions d'euros, ça fait combien? Ça fait 600 000 euros d'impôts à payer. Alors effectivement, le sourire, là, il disparaît très rapidement. Donc, encore une fois, il faut toujours s'aider de professionnels et des bons professionnels. On voit malheureusement, alors dans le cas de mon rendez-vous, c'est un expert comptable, mais ça aurait pu être des avocats dont ce n'est pas le métier basiquement, hein. Mais il faut être certain de ce qu'on fait. Il faut savoir en fiscalité qu'une phrase peut tout changer. Dans un traité d'apport, moi, quand je le récupère, je regarde précisément si on a visé les dispositions de l'article 150 obiter du Code général des impôts, avec des engagements de conservation. Si ce n'est pas le cas, ben votre plus-value, elle est imposable. Et c'est dommage parce que quand vous apportez vos titres, vous n'avez pas 1 euro de cash. On vous donne des titres d'une société en contrepartie d'autres de titres au départ d'une ou plusieurs autres sociétés. Donc, très important, ça ne coûte rien. C'est des schémas relativement faciles. Nous, on en fait quand même plusieurs fois par mois qui vont vous permettre d'optimiser fiscalement et de sécuriser. Donc, allez pas prendre de risques derrière. Le report d'imposition, maintenant, moi, mes clients me disent, oui, mais un jour, il faudra que je paye. Le propre d'une holding, c'est qu'on ne la dissout jamais. Soit parce que cette holding, qui est une holding propre à votre activité, à un moment, vous allez apporter votre titre à une surholding et une holding qui sera une holding patrimoniale. Et un jour, vous allez faire quoi? Typiquement, l'histoire, et moi je le vois au travers de mes clients, et quel que soit leur âge, ils ont une holding personnelle, ils ont à un moment de leur vie cédé des titres, et puis ils se retrouvent avec du cash. Donc au fur et à mesure, souvent on fait de l'immobilier à côté, on fait de l'investissement par des fonds communs de placement, des contrats de capitalisation, et puis à un moment, on gère la transmission de cette holding. Alors j'ai certains clients qui se trouvent avec une holding où ils ont de l'immobilier pour plusieurs millions d'euros et des fois dizaines de millions d'euros, ou d'autres qui ont uniquement des valeurs mobilières, des placements dans des startups, des placements dans des sociétés plus classiques et à risque moins élevé. Donc, le principe du report, c'est qu'un jour, vous allez payer l'impôt, sauf que ce report tombera si vous faites une donation et que vos enfants s'engagent à conserver les titres pendant 5 ans. Et donc, c'est vrai que le sujet à terme de la holding, c'est souvent celui de la transmission de la holding parce qu'on voit que quand on a bien tout organisé, ça reste quand même l'élément principal du patrimoine du dirigeant d'entreprise. Les inconvénients. Alors, j'ai du mal à trouver des inconvénients, mais souvent mes clients me disent oui, ça va me coûter cher. Faux. Ça ne coûte rien, une holding. Ils me disent oui, j'ai un comptable, j'ai un compte bancaire, j'ai du juridique, oui, mais votre expert comptable qui peut passer un temps fou à faire la comptabilité de vos sociétés en dessous, une holding par définition, il va réduire, allez, il va passer une journée entière, une demi-journée, donc c'est un faux sujet. Compte bancaire, ouais, mais il y a relativement peu de flux. Après,
on a un sujet qui est celle de la rémunération du dirigeant. La rémunération du dirigeant, on va la passer, c'est ce qui va nous créer un système de flux. Alors, on n'est pas aujourd'hui sur l'optimisation avec la holding, parce que c'est vrai que nous, dans les holdings, souvent, ce que j'adore, parce que on dépend de la jurisprudence fiscale, c'est que la holding devienne présidente des structures en dessous. Donc souvent, les structures en dessous qui étaient basiquement des SRL, on va les transformer en SAS. Alors pourquoi on adore qu'elle soit présidente? Parce que l'objectif, c'est de prendre la rémunération sur la holding en SARL. Souvent, vous avez des structures d'exploitation qui sont en SAS et que ce que l'administration n'aime pas, ou du moins ce qu'elle adore contester, c'est des contrats de prestation. Par contre, un contrat de mandat social est quasiment incontestable. On est au mois de mars, donc on va dire qu'on a une année fiscale qui est un peu réduite depuis le mois de janvier. Dans près de la moitié des contrôles fiscaux qu'on a reçus et des dossiers qu'on a reçus, on a des remises en cause de contrats de prestation. Au cours des 5 dernières années, je n'ai pas eu un seul client dont le mandat social par l'intermédiaire du holding ait été remis en cause. Donc, quand on peut éviter, et c'est aussi le but du fiscaliste, c'est d'expliquer, on va simplifier pour éviter une imposition. Donc, ce qu'il faut par contre regarder, c'est la notion de l'abus de droit. Un montage ne doit pas répondre à la définition légale de l'abus de droit. Là, votre avocat fiscaliste est là pour vous dire, est-ce qu'on est dans un cadre d'abus de droit ou on est tout simplement dans le cadre d'une structuration économique? L'administration essaye bien évidemment de plus en plus de venir sur la notion d'abus de droit. Je vous rappelle que l'abus de droit, c'est jusqu'à 80% de pénalité. Ce n'est pas 80%, c'est jusqu'à 80%. Et la remise en cause, la remise en état sous le régime antérieur. Donc, c'est très loin d'être neutre. Avant, j'avais l'habitude de dire qu'il y avait peu d'affaires. Il se trouve que on voit quand même de plus en plus de dossiers qui arrivent en abus de droit. Donc, il faut s'en méfier. Alors, 2 éléments dont je voulais vous parler parce que le métier du fiscaliste, c'est d'accompagner l'entreprise, on va dire, dans un cadre de conseil. Mais pour bien faire du conseil, il faut connaître le contentieux, donc faire du contrôle fiscal et surtout suivre l'évolution jurisprudentielle. Je voulais vous parler de la holding animatrice parce que la holding animatrice, aujourd'hui, moi, mes clients, je leur explique, je n'ai pas besoin de holding animatrice. Il y a quelques années, avant 2017, on en avait besoin. Et en 2018, et peut-être qu'en 2022, on en aurait besoin à nouveau. Alors pourquoi on en avait besoin avant Macron? Parce que si votre holding n'était pas animatrice, elle n'était pas considérée comme un bien professionnel au regard de l'impôt sur la fortune. Premier élément. Et le deuxième élément, et pour lequel on a encore besoin de la holding animatrice, c'est le pacte du trade. On ne peut pas faire de pacte du trade avec une holding si la holding n'est pas animatrice. Donc, je voulais vous parler de deux catégories de décisions. Première, une décision du Conseil d'État de janvier 2020 qui explique que pour considérer qu'il y a une activité d'animation, on va aller analyser un faisceau d'indices. Alors, auparavant, on faisait une analyse bilancielle. Maintenant, on parle de faisceau d'indices. Je considère que cette jurisprudence est plutôt regrettable parce qu'on avait des critères qui étaient explicites et là, on arrive sur des critères qui sont vraiment compliqués à voir et même des fois un peu dangereux. Donc, nous, on se trouve dans une situation où dans certains cas, notamment sur des pactes du trade à très fort enjeu, on se trouve dans l'obligation d'interroger l'administration fiscale. Et par définition, quand vous interrogez l'administration fiscale, vous prenez toujours un risque en France parce qu'elle va vous répondre, même si elle a une doctrine qui, normalement, est bien claire, applicable, elle va essayer de vous répondre à côté pour que vous ne puissiez pas appliquer cela. Alors maintenant, je vais vous parler d'une jurisprudence très récente, puisqu'on est le 12 mars et qu'elle est sortie le 3 mars. C'est la Cour de cassation
qui vient de redéfinir la notion de holding animatrice sur 4 critères d'appréciation. Alors, elle nous dit quoi? Il faut s'assurer de la réalité du rôle actif de cette société dans le contrôle et l'animation. Ça veut dire que dans le cadre des conventions d'animation, alors nous, nos conventions évoluent en permanence. Il faut vraiment faire attention à tout ce qu'on indique. Parce que je me suis retrouvé, moi, dans des contrôles fiscaux avec des conventions faites des fois à la légère, alors des fois même en l'absence de convention, là c'est quand même beaucoup plus gênant, mais où les personnes n'avaient jamais lu les conventions et donc n'avaient jamais respecté les éléments. Il ne suffit pas d'animer, il faut aussi contrôler. Donc c'est compliqué une holding animatrice si on n'a qu'une seule personne au-dessus. Donc on va demander de passer le contrôle de gestion, le DAF, une deuxième personne, pour pouvoir remplir ces fonctions. Il faut vérifier que la holding va prendre les principales décisions économiques et stratégiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, mes clients, j'exige qu'ils aient au moins une fois par trimestre, une fois par mois, selon la taille des groupes, une réunion, ce qu'on appelle réunion d'animation, réunion stratégique, où on va passer en revue et prendre des décisions. Et au jour où l'administration vient pour un contrôle fiscal, on aura tous les éléments sous la main pour leur démontrer. J'ai eu 2 cas d'analyse du caractère animatrice de structure sur les 6 derniers mois. Ça n'a posé aucune difficulté. On avait bien la convention, les réunions stratégiques ou d'animation. Alors, il nous faut donc le support matérialisant l'exécution effective de la convention. C'est ce qui est indiqué dans la convention, puis c'est aussi ce qui va ressortir du PV du comité stratégique. Et il faut pouvoir justifier que ce qui a été décidé en comité stratégique, on a les éléments postérieurs qui le prouvent. Cette décision est importante parce que pour beaucoup, lorsqu'on parle de convention d'animation, les personnes regardaient que le caractère d'animation. Et il se trouve qu'il n'y avait aucun contrôle. Et dans cette jurisprudence, ils disent s'il n'y a pas de contrôle, on a beau animer, ce n'est pas une véritable animation. Donc voilà, on rentre là sur des sujets qui sont fiscaux un peu compliqués, mais on est pour moi sur les éléments essentiels de la fiscalité et de la holding. Le droit fiscal est quelque chose de mouvant. C'est sûrement la matière en droit la plus compliquée à suivre parce que ça évolue en permanence, ce qui fait aussi la beauté de la matière. Voilà. Alors, je vais répondre à quelques questions puisqu'on est arrivé au bout de la présentation. Il y a une personne qui me dit, est-ce que les sociétés filles et filiales, ce sont 2 choses distinctes? Non, alors, c'est vrai que le professionnel, des fois, peut rentrer rapidement dans des termes souvent compliqués. Alors là, on vous l'a limité parce que souvent, on a même des termes anglo-saxons qui sont des mélanges, un peu de tout. Non, on a 2 choses. On a la holding, vraisemblablement une société, une SARL, mais pas automatiquement. On peut avoir, moi j'ai un certain nombre de cas où on a de la SARL, et puis on a des filiales, qui sont les filles. Donc souvent quand on parle de mère et de fille, la mère est la holding, et les filles, ce sont les holdings. Donc ce sont bien 2... La fille et filiale, ce sont les mêmes choses. Donc ce sont des éléments comparables. La holding, on n'est pas rentré dans tous les avantages de la holding, mais l'idée aussi de la holding, c'est qu'on peut avoir de l'exploitation d'un côté et de l'immobilier de l'autre côté. Et on va se constituer un patrimoine immobilier au fur et à mesure que l'exploitation va permettre de créer de la richesse. On a beaucoup de mécanismes. C'est vraiment l'outil indispensable de l'optimisation du chef d'entreprise. Et souvent, lorsqu'on vient me voir, j'explique que on est un gérant, on est un président de SAS, mais on est véritablement chef d'entreprise lorsqu'on a une holding et qu'on arrive à imaginer son développement
d'exploitation, mais aussi patrimoniale au travers de différentes structures. Et ça ne peut se faire que au regard d'une holding. Voilà pour le webinaire de ce jour. J'espère que ça vous a intéressé, que vous avez appris des choses. On est à votre disposition en cas de questions. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite un bon week-end et au prochain webinaire. Au revoir.